ingénieur Léonidas Davous, ingénieur électromécanicien de formation, titulaire d'une maîtrise en gestion de projet à l'université Quisqueya, certifié PMP, boursier du Centre for International Postgraduate Studies of Environmental Management à l'université de Dresden, en Allemagne, pour une formation postgraduée en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Ingénieur Pierre Davous met ses services au profit du secteur professionnel, privé et public en Haïti depuis près de 20 ans. Actuellement, il est coordonnateur de la cellule énergie du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. À ce titre, il soutient le ministre du MTPTC dans la gestion des opérations et la supervision du secteur de l'énergie. Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale d'électrification. Ingénieur Davous. Merci, docteur Calixte. J'en profite pour saluer toute l'assistance, tant en présentiel à l'université Quisqueya que en ligne. Pourriez-vous partager votre écran avec nous? Oui, je partage l'écran pour aller un peu plus vite. Le mettre en mode show, en mode diapo. Est-ce que je peux? Voilà. OK. Donc, bonjour tout le monde. Ma présentation s'intitule Engagement citoyen et développement durable dans un processus de décarbonation. Donc, elle sera divisée en trois parties. La première partie serait de comprendre le développement durable. La deuxième partie serait l'importance de l'engagement citoyen, bien entendu dans un cadre, je dirais, national, local, haïtien. Et la troisième partie, c'est des présentations de cas et de bonnes pratiques et d'engagement citoyen pour la décarbonation. Donc, disons déjà, comprendre le développement durable, c'est d'abord comprendre que le développement durable contribue à satisfaire les besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. C'est-à-dire que c'est de ne pas empiéter justement sur le bien-être des générations futures à partir des actions que l'on mène aujourd'hui. Et si je peux résumer en gros ce que... Excusez-moi, j'ai enlevé l'écran. Oui, justement, donc c'est important pour nous en Haïti, de se lancer dans le sillon justement du développement durable par la mise en place justement des ressources qui favorisent l'équité et garantit ainsi les trois piliers justement du développement durable qui sont l'équité sociale, la viabilité économique et la protection environnementale. Donc, tout le monde sait, je ne vais pas être trop long sur le développement. Je pense qu'on a assez discuté du développement durable, on a assez présenté le développement durable. Mais je voulais aussi dire que nous, en Haïti, c'est très important de travailler sur les ODD. Justement, au niveau de la cellule énergie, qui est justement la cellule pour laquelle je suis le coordonnateur et qui est sous tutelle du ministère des Travaux publics, on travaille avec des partenaires techniques et financiers, justement, sur, vous pouvez bien le comprendre, sur l'ODD 7, qui justement propose une énergie, je dirais, garantir l'accès de tous à des énergies, des services énergétiques fiables, durables et modernes. Donc en fait, c'est l'ODD 7 qui nous intéresse et sur lequel on met un focus. Mais il faut essayer de comprendre aussi que les ODD sont un caractère inclusif. Ça veut dire que les ODD interagissent entre eux et je dirais de manière dynamique et de façon à assurer le bien-être de la population. Donc, ce n'est pas un copy-paste d'un pays à un autre. Je pense que chaque pays a ses spécificités en termes d'atteinte des objectifs. Chaque pays a leur cible qui leur permet justement d'atteindre les ODD. Et si on essaie un peu de faire d'avoir un regard, je dirais, général sur l'ODD, on peut dire que l'ODD 7
par exemple, et interagit directement avec le DD2, dans le sens où la disponibilité de l'énergie électrique permet, par exemple, d'avoir des pompes solaires. C'est-à-dire que le pompage au solaire, justement, est je dirais, un point médian entre l'ODD7 et l'ODD2, dans le sens où l'énergie solaire, l'énergie elle-même, même à partir des génératrices, permet justement de pomper les terres, d'irriguer les terres pour satisfaire à certaines cibles liées à l'atteinte de l'objectif de l'ODD2. On peut dire aussi l'ODD3, et sans la présence de l'électricité, les centres de santé pour la conservation des biens, pour les interventions, d'urgence, ce sera vraiment chaotique et pour les centres de santé. Donc, l'énergie contribue justement à favoriser la productivité des centres de santé et donc justement à interagir avec le DD3. Donc, bon, ce sera un peu long justement si je continue à proposer des exemples. Parce que là, je prends un dernier par exemple, et l'énergie contribue, la mise en place par exemple des centrales, des mini-réseaux solaires, comme vient de le présenter par exemple le docteur Samuel Pierre, contribue aussi à l'ODD10 et l'ODD12. C'est-à-dire réduire l'inégalité intra-interpays. C'est-à-dire qu'avoir ce genre d'infrastructure dans les zones rurales contribue à diminuer le fossé qui existe entre la capitale Port-au-Prince et les zones rurales. Mais aussi l'ODD13 parce que ça permet de combattre le changement climatique en proposant des mesures d'atténuation pour les gaz à effet de serre. On parle d'ODD, je me suis un peu penché sur justement l'allocation, c'est-à-dire que l'implication même au niveau du gouvernement, l'implication stratégique et du pays envers les ODD. Et j'ai pu constater, je ne vais pas entrer en profondeur dans cette analyse, mais si on regarde un peu les chiffres par rapport au dernier budget et 2025-2026, on peut constater qu'on n'a que 12,8 milliards de gouttes pour le secteur énergique, qui représente à peine 3,7% du budget global. Alors qu'on parle de milliards pour justement satisfaire aux besoins d'électrification du pays, aux besoins énergétiques pour satisfaire les besoins d'électrification du pays. Donc déjà, il y a matière à réflexion sur ce chiffre. Et je passe au deuxième chapitre qui est l'importance de l'engagement citoyen, sur lequel on peut dire que la majorité des projets qui sont implémentés au niveau de la cellule énergie que je dirige pour le ministère des Travaux publics, on s'appuie beaucoup justement sur l'implication citoyenne. Pourquoi? Premièrement, c'est une obligation, je dirais, de nos partenaires techniques et financiers, parce qu'au niveau des bailleurs comme la BID, la Banque mondiale, et le PNUD et même l'UNOPS, il est très important pour eux de s'assurer que les communautés participent à la mise en place des projets sur lesquels on travaille. Donc, la participation citoyenne au processus décisionnel, c'est crucial, parce qu'elle garantit, comme je le dis dans le texte, des perspectives diverses qui sont prises en compte. Donc, l'une des premières perspectives, c'est qu'on est mieux informé sur, je dirais, l'environnement dans lequel le projet va évoluer. Et deuxièmement, ça permet aussi de poser des questions, de légitimer, comme on dit, les besoins de la communauté. Deuxièmement, je pense que dans le cadre même de la mise en place de projet, et peut-être que tous ceux qui ont déjà travaillé dans les projets savent que les parties prenantes, l'identification des parties prenantes, c'est peut-être la première étape de la mise en place d'un projet. C'est très important que les parties prenantes soient tous alignés, parce que c'est certain qu'il y aura des parties prenantes qui sont pour, mais il y aura aussi des parties prenantes qui sont contre. Donc c'est très important de recueillir ces informations de manière à ce que tous, enfin, on puisse établir justement des plans de communication qui permettent de garantir un certain alignement dans les objectifs de toutes les parties prenantes. Donc, pour justement satisfaire ou bien arriver à cette application citoyenne, il y a certaines méthodes qui sont mises en place au niveau de la cellule, telles que les consultations publiques, les enquêtes, les ateliers collaboratifs, les focus groups, si je peux dire ainsi, pour mobiliser les citoyens et favoriser un dialogue significatif.
Mais pour cela, pour justement arriver à cette implication citoyenne, on a une équipe, la cellule énergie, par exemple, qui gère les projets, je peux dire financés par les différents bailleurs, tant locaux qu'internationaux, qui travaillent avec les partenaires techniques et financiers. C'est doté d'une équipe, de ce qu'on appelle une équipe des consultants, des experts environnementaux et sociaux, et aussi et pour la violence basée sur le genre. Donc, on a une équipe dédiée justement à l'implication citoyenne qui travaille à travers, je peux dire, un document qui est prénommé le PGES, qui est le plan de gestion environnementale et sociale, qui inclut aussi le plan de gestion des parties prenantes, mais aussi les différentes méthodologies que l'on utilise en général pour ramener, justement pour garantir cet engagement citoyen dans les projets que l'on gère. Donc, en termes de stratégie, je pense qu'il est important de sensibiliser les gens, d'améliorer les connaissances de la communauté sur les enjeux, justement. On parle de transition énergétique, on parle de sécurité énergétique, de précarité énergétique. Donc, on va dans le milieu rural et on connaît un peu le niveau d'enclavement. C'est pas que je veux dire qu'il y a, c'est pour ne pas être triste, je dirais, mais je pense que c'est quand même pertinent, quand on arrive dans un milieu rural, un milieu reculé, que les gens soient bien imbus de ce qu'on va faire, de ce quoi est le projet. Donc, quand vous venez dans une zone rurale reculée, comme Belance, comme, je peux dire, Jarabel, et que vous venez implanter un projet de décarbonation, donc les gens, il faut pouvoir pouvoir exprimer, illustrer justement les objectifs du projet à ces gens. Raconter comment de 6 ans, comment un lambda, de quoi on parle. Je pense que c'est très important l'éducation énergétique et la sensibilisation des gens aux objectifs du projet, des projets de décarbonation, des projets solaires sur lesquels on travaille. Il est important aussi de valoriser les connaissances. Il y a aussi les connaissances, je dirais, indigènes qui permettent de faciliter la mise en place, l'implémentation de certains projets, notamment les projets de mini-réseaux sur lesquels on travaille, mais surtout de favoriser l'utilisation des ressources locales. C'est très important pour l'appropriation des populations, je dirais, rurales, qu'ils s'approprient justement les idées du projet. Non pas seulement les idées du projet, mais aussi participent de manière active à la mise en place des projets. Donc, ça garantit quelque part l'efficacité du projet et même l'efficience du projet, dans le sens où, je peux donner un exemple, tu peux arriver dans une zone, par exemple, déjà dans la prospection pour les terrains, je peux vous assurer qu'il n'y a pas mieux que les habitants locaux pour vous trouver le terrain approprié. Si vous leur expliquez vos objectifs, de quoi vous avez besoin, en un laps de temps, ils pourront déjà vous indiquer où trouver le terrain, qui contacter pour avoir accès à ce terrain. Donc, je pense que c'est très important, justement, de valoriser les connaissances et les ressources locales. Quels sont les outils et techniques qu'on utilise au niveau de notre équipe environnementale et sociale qui favorisent justement cet engagement citoyen? Donc, je pense que la première chose, c'est l'analyse des parties prenantes. Comme je dis, l'analyse des parties prenantes, c'est une démarche qui consiste à identifier les acteurs internes, externes au projet, les acteurs, et je dirais, positifs, négatifs au projet, et permet déjà d'établir ce que j'appelle la cartographie. La cartographie basée, en général, c'est sur les intérêts et l'influence de ces parties prenantes. Et c'est ce qui permet justement de déterminer leur degré d'engagement potentiel. Je vais vous présenter une matrice au slide prochain qui illustre un peu ce que j'entends par cartographie des parties prenantes. Donc, ça permet en fait, cette cartographie permet justement de bien se situer en termes de qui est pour, qui est contre le projet. Donc, ça permet aussi de mettre en place une stratégie de communication qui permet de ramener les contre, entre guillemets les contre, vers les objectifs du projet. Maintenant, laissez-moi passer au slide. Je prends un exemple, c'est un exemple de matrice pouvant intérêt qu'on utilise pour justement scruter ou bien analyser l'engagement des parties prenantes. Vous allez voir qu'il y a deux parties. Il y a une partie pouvoir, il y a une partie intérêt. Et dans la partie pouvoir-intérêt, les deux sont divisés en deux parties. Fort, faible. Alors, excusez-moi, c'est en anglais, c'est un exemple que j'ai pris sur un document.
J'ai pas eu le temps de traduire, vous allez m'excuser, mais c'est fort faible. Donc, il y a pouvoir fort, pouvoir faible. Il y a intérêt fort, intérêt faible. Donc, vous pouvez voir que l'analyse des parties prenantes est divisée en quatre catégories. Il y a quatre cadrans qui représentent chacune une catégorie des parties prenantes. Donc, la partie prenante, fort, pouvoir fort, intérêt fort. Il y a une partie prenante, pouvoir fort, intérêt faible. Il y a une partie prenante, pouvoir faible, intérêt faible, etc. Donc, vous allez voir que la première chose, le spécialiste ou bien le gestionnaire de projet vient, et en termes d'identification des parties prenantes, c'est pouvoir intégrer ou bien et positionner la partie prenante identifiée dans ce schéma. Dans ce schéma. Et en général, ça c'est un modèle de début de projet. En début de projet, c'est ce que je disais dans le slide précédent, si je peux retourner, c'est que pour utiliser l'analyse des parties prenantes, la bonne pratique, c'est qu'il faut toujours actualiser la matrice. Parce que l'intérêt et le pouvoir des parties prenantes évoluent au fil du projet, évoluent au fil du temps. Ce n'est pas statique, c'est très dynamique. Donc c'est très important d'avoir un registre qui permet justement d'actualiser la matrice et de justement jauger l'intérêt et le pouvoir de la partie prenante au fil du temps. Et c'est important aussi de définir des indicateurs qui permettent justement de jauger de cet engagement, justement pour maintenir et s'assurer qu'on maintient justement cet engagement à partir des outils comme les entretiens, les ateliers et peut-être des enquêtes, des sondages, mais aussi l'utilisation des canaux numériques comme on le fait ici à la cellule avec beaucoup de documentation imagée qui permettent justement de garder l'engagement des parties prenantes actives, dynamiques. Donc, si je prends en exemple, je reste dans cette matrice, et en début de projet, je peux dire que pouvoir fort, intérêt faible, il y a en général, c'est le gouvernement. Le gouvernement, en général, détient le pouvoir, c'est à lui, c'est normal, c'est le gouvernement. Mais des fois, l'intérêt pour le projet n'est pas aussi développé. Alors, j'ai bien dit, ça, c'est un début de projet. Donc, dans le cadre du secteur de l'énergie, je pense que les ministères, en dehors du gouvernement et central, je pense que les ministères qui travaillent dans le secteur de l'énergie, c'est surtout le ministère de l'État public, qui repose la tutelle. Il y a le ministère de l'Agriculture pour les biomasses, il y a le ministère de l'Agriculture pour les produits pétroliers, du commerce pour les produits pétroliers. Il y a le ministère du Plan et des Finances, qui justement joue le rôle d'interface avec les différentes parties et bailleurs externes. Et puis le ministère de l'Environnement aussi, justement, qui est très impliqué dans cette transition énergétique à partir des mesures d'atténuation et d'adaptation qu'il propose. Il y a la presse et les médias, on peut considérer que c'est un pouvoir assez fort, mais des fois au début du projet qui a un intérêt faible, et puis le Parlement. Maintenant, en termes de pouvoir fort et d'intérêt fort, c'est surtout les bailleurs. Les bailleurs, les banques qui sont impliquées dans les transactions, je dis en termes de garantie avec les firmes qui travaillent sur les projets. Donc vous allez voir que les banques, quand même, ils ont un pouvoir fort parce qu'ils savent qui quand même garantissent la viabilité peut-être financière du projet. Et puis, ils ont un intérêt fort aussi parce qu'il y a leur argent qui est en jeu. Et puis, si je prends intérêt fort et pouvoir faible, je veux dire qu'il y a le secteur privé qui lorgne toujours sur les projets parce qu'ils sont toujours en quête d'opportunités. Il y a le secteur académique, comme aujourd'hui, qui est quand même très intéressé au développement du secteur et trouver des solutions de décarbonation, trouver des solutions pour l'engagement citoyen, trouver des solutions pour, je dirais, atteindre des différents objectifs de développement durable. Et puis, je peux citer aussi les municipalités. Mais il y a un cadre. Il y a une partie qui est vraiment très importante, c'est la population qui, au début du projet, en général, a un pouvoir faible, un intérêt faible au début du projet. Mais vous allez voir que le taux de progression de l'intérêt de la population évolue en général avec l'évolution du projet. Donc aujourd'hui, dans ce cadre, la population qui est, je dirais, dans le cadre et pouvoir faible, intérêt faible, peut se retrouver dans le cadre pouvoir faible, intérêt fort. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette matrice n'est pas statique et que ça demande justement un suivi continu et une actualisation pour que on puisse justement jauger de l'engagement des parties prenantes, de l'engagement citoyen, si je peux dire. Le deuxième outil qu'on utilise, j'avais présenté le premier outil, c'est le plan de gestion des parties prenantes.
En fait, ce plan de gestion permet justement de définir les indicateurs justement de performance qui vont permettre à l'équipe environnementale et sociale de juger justement de l'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'il y a la cartographie, comme on l'a présenté, il y a les stratégies d'engagement différenciées, il y a les calendriers, les budgets, parce qu'il y a quand même, pour faire tout ça, pour faire des réunions communautaires, surtout dans le contexte dans lequel on vit, où les transports, la logistique est difficile, il y a un certain coût qui est associé à cette activité, qui est quand même primordiale pour la réussite, comme je dis, pour la réussite des projets. Donc, les bonnes pratiques, c'est surtout les ateliers. On fait beaucoup d'ateliers participatifs. Je peux même citer comme exemple, et j'ai eu l'opportunité dans le cadre du projet PIGRAN, de participer à un atelier participatif, genre le kick-off meeting, par exemple, qui est un mode participatif d'atelier qui réunit justement les bénéficiaires locaux, mais aussi les parties prenantes clés du projet, comme les sponsors qui étaient la BIL à l'époque, et l'UTE, qui était l'unité de gestion de projet, l'ANANC, le régulateur, mais nous aussi le MTPTC comme organisme de tutelle du secteur. Donc c'est ça les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, il faut toujours garder des différents canaux de communication vivants, il faut aussi les mécanismes de gestion de plaintes qui soient accessibles. Il ne faut pas seulement avoir des mécanismes de gestion de plaintes. Il faut vraiment que ce soit accessible aux populations. Il faut que les populations puissent exprimer leur désaccord quant à des opérations et des activités qui sont menées sur leur localité pour la mise en place des projets. Donc, c'est très important. Aussi, les techniques de communication. La communication de toutes ses formes. Hein. Vous savez que la communication, elle n'est pas seulement écrite, verbale, elle est aussi gestuelle, elle est aussi, je veux dire, visuelle. Donc, c'est très important que le principe émetteur-récepteur soit respecté. C'est-à-dire que quand tu émets ton message, eh bien, justement, il faut s'assurer que le retour est aussi fait. Ça veut dire que l'équipe environnementale et sociale qui va travailler avec les communautés doit s'assurer justement que le message est reçu. Et justement, il faut des KPI, il faut des indicateurs de performance qui permettent de mesurer justement et la réceptivité, si je peux dire, des populations rurales et lors de ces ateliers, consultations, communications dans le mécanisme de gestion et même dans les formations et les renforcements des capacités aussi, qui sont aussi une forme de communication, qui sont une forme d'appropriation pour les populations rurales qui permettent justement de favoriser cet engagement citoyen. Donc, je vais passer à la troisième phase de ma présentation. Puis, j'essaie de présenter justement des projets de décarbonation justement qui prennent en compte le développement durable, mais aussi l'engagement citoyen dans le cadre justement de cette transition énergétique. Et j'introduis le programme phare. Le programme phare, c'est le programme haïtien de l'accès aux communautés rurales en énergie solaire. Je peux dire que le programme phare, c'est une nouvelle approche, c'est une approche innovante en termes de mise en place de l'électrification. Et non seulement au niveau organisationnel, mais aussi institutionnel, parce que le programme phare, c'est un peu la synergie entre deux bailleurs, la BIL et la Banque mondiale, deux institutions étatiques, le ministère des Finances et le MTPTC, et à travers les unités de la l'énergie et l'UTE du MEF. Et il n'y a pas seulement dans le mix qui permet justement de réaliser le projet fort, il y a aussi beaucoup d'institutions comme l'ANANC, qui est le régulateur, qui a un regard, je dirais, et très, très profond sur ce qui se fait, et pour s'assurer que tout est justement réalisé dans les règles de l'art. Donc, si j'avance pour dire que, alors, j'avais une hypothèse, j'ai barré, mais je pense que ça tient toujours, l'hypothèse peut-être sera confirmée, et à l'issue, lors de la, comment on appelle ce terme, la commissioning, et c'est réception, lors de la réception des projets. Donc, effectivement, si les citoyens sont davantage impliqués dans le développement durable, par la participation communautaire, le plaidoyer, le choix de consommation et la surveillance citoyenne, alors les efforts de décarbonation seront plus efficaces et plus rapides, ce qui renforcera la transition vers un développement durable. Et jusqu'à présent, dans le fil d'évolution des projets que l'on est en train de réaliser, on constate effectivement que les populations sont très engagées dans la mise en place des projets. À chaque requête de réunion et de consultation publique, on a un nombre assez intéressant des personnes et au fur et à mesure, comme je dis,
comme l'avait montré le tableau, la matrice des parties prenantes, intérêt, pouvoir, au fur et à mesure de l'avancement du projet, on a tendance à déplacer justement le cadran population vers le cadran et je dirais pouvoir faible, intérêt fort. C'est ça. Je pense que c'est intéressant de voir que cette hypothèse est quand même est en train d'être confirmée au fur et à mesure de l'avancement des projets. Donc j'essaie de présenter un peu le projet phare. Le projet phare, effectivement, c'est un projet qui réunit et je peux dire 4 développeurs. Bon, jusqu'à présent, je pense qu'on va s'arrêter à 3 parce que, vous savez, dans les projets, il y a toujours ça. Il y a des fois des contraintes qui font que et c'est pas 100% des objectifs qui sont réalisés. Mais justement, jusqu'à présent, on a trois développeurs qui sont Énergie Pepla et qui travaillent sur un portefeuille de 6 mini-réseaux. On a Grand Énergie, que le docteur Samuel Pierre vient de vous présenter. Et puis, il y a SKDK, qui est une coopérative dans le nord-est, dans la zone de Caris, avec laquelle on travaille aussi pour l'implantation d'un mini-réseau. Alors, je ne vais pas détailler les chiffres, mais les informations sont quand même là sur le slide. Juste pour vous dire que le projet phare vise à connecter environ 8618 personnes, environ 9000 personnes d'ici 2027, d'ici début 2027, pour être réaliste. Vous pouvez voir un peu la cartographie et de la localisation des différents. Donc, on essaie un peu de toucher un peu les différents départements, ne fût-ce peut-être des contraintes de financement. Peut-être que le projet aurait été enfin, l'extension du projet aurait touché peut-être plus de la moitié ou bien 75% du territoire national. Mais déjà, Earthspark, c'est dans le sud de la Grande, Chambéry, la Marias Deno, la Kawan, Beaumont-Franc, et HER qui ne peut-être un peu exclu du package, Saga les boîtes à raquettes, et c'est pas que c'est peut-être dû à des contraintes de temps. Vous avez un projet limité dans le temps, dans les ressources aussi. Donc peut-être que lors d'une prochaine fenêtre, on pourra peut-être relancer cette activité pour les gens de Saga de boîtes à raquettes, s'il y en a dans la salle, excusez-moi. Et puis ISTEA, Génie Paé, qui a été présenté par le docteur Samuel Pierre, et SKDK Caris, qui est une coopérative entière. La coopérative aussi, en termes d'organisation qui justement favorise l'engagement citoyen, c'est très important et qu'on ait justement des modèles de coopérative pour favoriser justement la décarbonation, l'atteinte des objectifs de développement durable, mais aussi favoriser l'engagement citoyen pour atteindre ces objectifs. Mais pour ne pas être trop long, j'ai commencé par fort, mais avant fort, on a eu d'autres modèles de projets qui ont été réalisés justement dans l'optique de décarbonation. On a eu le projet IRAF dans le Nord-Est qui a vu quand même la construction de 3 mini-réseaux solaires pour près de 2 mégawatts de production solaire et dans le Nord-Est et du côté de Capotis Valley vont organiser. C'est très important. C'est très important dans le sens où ne fût-ce justement et le développement technologique, peut-être que avec la structure de l'EDH, le réseau, je dirais, tel que conçu en Haïti, les gens de Valère, par exemple, n'auraient jamais eu accès à l'électricité. Donc, on peut remercier justement la technologie. Non seulement la technologie permet justement aux gens de Valère, qui sont quand même enclavés dans le haut d'une montagne, dans le nord-est, mais quelqu'un va me dire qu'on aurait pu mettre une centrale diesel. Mais comment imaginer un peu l'approvisionnement en diesel pour cette zone? Donc, ça aurait été un éléphant blanc, comme on dit, qui aurait été installé, n'aurait jamais marché. Mais justement, avec la source, je dirais, le soleil qui est toujours disponible, donc les gens de Valère peuvent quand même s'enorgueillir d'avoir accès à l'électricité grâce à cette technologie et décarboner en plus. Donc, je dis que le programme phare s'inscrit dans une démarche de développement durable. Ça répond aux exigences de l'ODD 7. Et le programme phare propose environ 5000 tonnes de dioxyde de carbone évité par an. Le projet phare vise aussi à atteindre l'ODD 10 par la contribution à la réduction de la quantité de CO2 émise, comme je viens de le dire, mais aussi à l'ODD 13. Parce que ça contribue à réduire les inégalités, comme je l'ai dit en début de présentation, entre l'arrière-pays et les différentes peut-être zones urbaines du pays. Exemple d'implication locale. Justement, l'implication locale dans le projet, j'essaie d'illustrer un peu cette implication par, et ici dans le projet phare, c'est surtout la participation active des mairies.
je peux dire que les mairies représentent un exemple d'implication locale, d'implication citoyenne au niveau stratégique, parce que les mairies, c'est quand même des représentants du gouvernement. Et ça a été vraiment intéressant et vraiment productif de voir que les mairies étaient vraiment impliquées dans la mise en place du projet fort et jusqu'à, par exemple, faciliter, par exemple, la mise en place des terrains, la mise à disposition des terrains aux concessionnaires pour la réalisation de ces projets de mini-réseau. Donc, ça aussi, ça facilite l'appropriation. Donc, la communauté, à travers la mairie, qui met un terrain à disposition et qui signe l'accord tripartite, se sent vraiment propriétaire, quand je dis propriétaire, guillemets, justement du projet, se sent vraiment partie pour être impliqué dans le projet de mini-réseau. Donc, c'est un peu ça l'approche du programme phare, c'est une approche un peu innovante, comme j'ai dit, qui permet justement de réunir non seulement le concessionnaire, c'est le projet de concession sur 20 ans, qui a été signé entre le gouvernement, les mairies et puis le secteur privé. Parce que ça incite aussi le secteur privé à participer à la décarbonation et au niveau national, surtout dans les zones rurales. Donc, le deuxième exemple d'application locale, je peux dire qu'au niveau opérationnel, j'ai pris l'exemple, bon, le docteur Pierre justement était présent à présenter Pigra Énergie, mais je tenais aussi à présenter Pigra Énergie comme un exemple d'application citoyenne, d'application locale au niveau opérationnel, dans le sens où c'est une initiative qui est portée par la société civile, c'est un groupe universitaire dans la localité de Génie-Paris, et qui devient un levier stratégique qui va transformer la vie des communautés. Et comme on vient de le voir, j'ai fait le document avant la présentation, que ça peut inspirer aussi d'autres citoyens dans le cadre d'autres programmes, justement, je dirais, qui permettent de relever le bien-être des populations dans les zones rurales et en Haïti. Donc, pour moi, Génie Paris, en fait, c'est plus qu'un projet technique, c'est une initiative citoyenne exemplaire qui mélange le savoir académique, l'engagement communautaire et la gouvernance locale pour bâtir un modèle durable et participatif. Donc, je tiens quand même à présenter mes félicitations spécifiquement à Pigra Énergie, mais aussi aux autres développeurs de mini-réseaux comme SKDK et Earthspark aussi pour leur présence dans le secteur de l'énergie. En termes d'évaluation d'impact, l'impact c'est très important parce que l'apport de l'énergie permet de soutenir les entrepreneurs locaux, ça permet de valoriser les ressources locales, ça permet le renforcement des capacités parce que Pigra quand même c'est le GRAN, c'est ISTEA, donc c'est quand même plus que le renforcement des capacités. C'est une innovation socio-économique. Ça aide à la transition énergétique par la décarbonation. Et puis aussi, il y a beaucoup de sensibilisation des informations, comme on l'a dit, justement pour porter les populations à s'engager de manière citoyenne à la réussite du projet. Les leçons apprises par le projet fort, par le projet ERAF, par d'autres projets que l'on mène comme Dondon et même aussi d'autres projets qu'on n'a pas menés comme CEAC dans le Sud, c'est que, effectivement, pour que engagement citoyen, développement durable et décarbonation soient une réussite, il y a des défis en termes de financement, des défis de financement. Et il faut venir avec des solutions créatives, il faut venir avec d'autres, je dirais, alternatives d'investissement. Il faut impliquer plus le secteur privé dans le financement de l'énergie. La faible capacité organisationnelle, la faible capacité organisationnelle, ça s'illustre aussi par le départ, je dirais, l'exode de nos compétences. Et on a un cadre légal institutionnel qui est limité. J'ai vu la discussion du docteur Guillaume et du docteur Chéry. Effectivement, le cadre légal institutionnel ne répond pas justement aux objectifs liés à justement cette décarbonation. Je pense que c'est très important que les politiques publiques soient actualisées et proposent justement de nouvelles politiques publiques qui permettent et que justement la décarbonation se fasse de manière plus accélérée. Manque de coordination, il y a en général un manque de coordination dans le secteur. Mais je pense que le projet fort, comme j'ai dit, qui est un modèle institutionnel de coordination institutionnelle, justement, a permis justement de lever cette contrainte. Mais en dehors peut-être de ces institutions avec lesquelles on travaille, il y a beaucoup d'autres institutions qui sont liées à nos partenaires, mais qui ne répondent pas et qui ne sont pas alignées justement avec les objectifs de ce qu'on veut faire.
accès à l'information et à la technologie, je pense effectivement que l'enclavement des zones rurales justifie justement cette contrainte. Il y a aussi la résistance socioculturelle. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu vas dans un milieu rural, tu vas présenter la décarbonation, tu vas parler de transition énergétique. Un exemple, il y a une réunion participative où on me demande, nous venons avec vous, bien solaire, mais pour qui ça ne pas juste venir avec vous, tu vas venir avec une génératrice et puis demain on aurait l'électricité. Donc tu vois, hein, c'est un exemple qui te montre qu'il faut quand même expliquer à ces gens que justement la génératrice, ce n'est pas un résultat parce que comparativement, je dirais, quand tu compares les deux alternatives, c'est sûr qu'il faut trouver un moyen de faire comprendre que le projet de centrale solaire est plus intéressant en termes de coût, en termes de valeur actuelle. Quand tu prends la vanne, c'est sûr que comment je veux dire, le milieu rural ne connaît pas ces calculs économiques. Donc justement, il faut quand même pouvoir les inculquer ces notions, mais de manière, je dirais, plus comme à un enfant de 6 ans, si je veux dire. Et puis l'insécurité et l'instabilité, ça affecte les coûts, ça affecte les projets. En termes de réponse, comme j'ai dit, financement participatif, il faut renforcer les capacités locales, il faut beaucoup de plaidoyer pour que l'intégration institutionnelle, comme j'ai essayé de le mentionner de notre côté, ça va se faire avec toutes les institutions, notamment au niveau de la CNMP, de la Cour supérieure des comptes, qui sont là pour approuver les projets. Et comme l'a dit le professeur Guillaume, des fois, qui n'est pas aligné avec les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, qui enfin, ne sont pas actualisés quoi, dans leur mode de travail. Il faut beaucoup de plateformes numériques. L'accès à l'énergie permet justement d'avoir que l'information soit diffusée de manière plus active aux populations rurales. Il faut beaucoup d'approches inclusives et culturelles. Modèle de gouvernance participative, je pense que les coopératives, bien qu'elles ont leurs limites, mais c'est quand même un mode organisationnel qui peut aider à engager les citoyens vers justement ce processus de décarbonation. Beaucoup de flexibilité. Résilience et flexibilité, ce sont les réponses aux leçons apprises et dans le cadre de la mise en place non seulement du programme fort, mais des différents projets sur lesquels nous, la cellule énergie du MDPTC, on travaille. Je vous dis merci. Je suis à votre disposition pour des questions s'il y en a et éventuellement continuer les débats. Et voilà, merci. Merci, ingénieur Leonidas, pour cette excellente présentation. Et comment on procède pour le choix des zones dans le cadre du programme phare? Il faut dire que pour le présent moment, la fenêtre phare est fermée. Mais c'est un processus de passation de marché, je dirais, et plus ou moins classique, où l'opérateur manifeste son intérêt pour la zone et éventuellement on peut avoir 2 ou 3 firmes intéressées à la même zone. Et il y a éventuellement à l'intérieur des critères de performance, d'évaluation qui sont, je dirais, analysés par un comité et qui déterminent la firme qui a la discrétion, si je veux dire, de la concession. Mais pour le moment, je dois dire que la fenêtre fer est fermée et que justement nous sommes en train de prospecter justement pour que d'autres financements soient mis à notre disposition pour justement ouvrir cette fenêtre. Parce qu'effectivement, on a présenté 4 développeurs pour environ 10 et 9 localités, mais je peux vous dire qu'au départ, et peut-être le docteur pourra confirmer, bien corriger, c'était 52 localités qui étaient visées. Mais vous savez que dans tout programme, dans tout portefeuille, il y a une contrainte de budget qui fait qu'on a dû se rendre à l'évidence effectivement que le budget ne nous permettait que de faire ce qu'on a de travailler avec les sites, les localités sur lesquelles on se concentre actuellement. Très bien, merci. Quelques mots de la fin. Oui, je tiens d'abord à remercier l'école d'automne et l'université Kiskeya et les écoles partenaires qui m'ont permis justement de faire partie de ce panel et de discuter et d'écouter aussi pendant 3 jours vraiment des échanges, je dirais, très, très intéressants, très productifs. Et j'invite les participants, qui sont la majorité des étudiants, des jeunes,
à vraiment se pencher sur la problématique et d'énergie, de la transition énergétique et de la décarbonation. Et je voulais aussi leur dire qu'il ne faut pas penser que cet aspect décarbonation est seulement situé au niveau de l'érection des mini-réseaux. Je dis ça parce que je prends ça comme exemple, comme exemple, parce que moi, je me suis intéressé à l'énergie solaire en faisant des petites installations résidentielles. Peut-être juste de 800 watts, un point de 2 kilowatts jusqu'à 15 à 20 kilowatts. Donc, j'étais vraiment intéressé pour savoir en quoi et le solaire pouvait contribuer justement à l'amélioration des conditions de vie. Et je peux vous assurer que je suis convaincu que c'est peut-être le meilleur investissement qui se fait, parce que comme on a dit, transition énergétique, décarbonation, même dans les pays en développement, récemment, du côté de la Floride, et moi j'ai une tante qui m'a appelé pour me dire qu'on a proposé de mettre des panneaux solaires. Elle a dit qu'elle allait c'était déjà essentiel. J'ai dû quand même lui expliquer que le coût du solaire était plus intéressant et que ça lui inciterait aussi, par exemple, à utiliser les appareils énergétiques au cours de la journée quand il y a du soleil, si elle veut vraiment bénéficier de l'impact. Juste pour vous dire que c'est toute cette partie éducation énergétique et intérêt pour justement la décarbonation doit commencer par chez vous. Je pense que l'engagement citoyen commence par soi-même, avant peut-être d'être transmis et aux autres. Et c'est peut-être un petit conseil que j'aimerais donner aux jeunes. C'est un marché qui est assez intéressant en termes d'opportunités. Donc, j'encourage, moi, quand je parle aux jeunes, j'encourage toujours à aller vers le métier du solaire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Et je ne suis pas trop, je dirais, et bien imbu des avantages et inconvénients de l'IA, bien que je m'y mets depuis quelques jours. Mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'électrification numéro 2 d'Haïti, peut-être, qui passera par les systèmes interconnectés où le consommateur va devenir producteur, il va pouvoir injecter sur le réseau, comme ça a été discuté dans les débats. Et il faut vous préparer, ça encore c'est notre marché. Et vivement que le DH, que le réseau national soit opérationnel et qui permette justement que ces échanges soient productifs. Donc ça permettrait justement de créer de nouvelles opportunités pour vous les jeunes et aussi pour ceux qui s'intéressent de près à la décarbonation et même au solaire en général. Merci.